Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La diaspora congolaise, l'une des plus importantes d'Afrique, pourra participer à l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Jamais appliquée faute de moyens financiers suffisants. Cette disposition, inscrite depuis 2006 dans la Constitution, s'exercera pour la première fois. Le Maroc veut donner un coup de pouce au développement du secteur électrique du continent africain en partageant son expérience en la matière. Le Royaume fait partie des pays qui affichent un taux d'électrification de 100% grâce à sa stratégie basée sur l'énergie renouvelable. Et le Rwanda accueille depuis le 18 juillet le premier congrès africain sur les aires protégées, un rendez-vous inédit pour aborder la préservation de la biodiversité et des écosystèmes du continent africain dont l'avenir est menacé. Et tout d'abord au Mali, le Conseil national de transition a été élargi sur décret présidentiel publié le 21 juillet. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement autorisé la recomposition du CNT passant de 121 à 147 membres. Il y aura donc plus de représentants de forces armées et de sécurité, du mouvement du 5 juin, des organisations de la société civile ou encore des regroupements des femmes et des jeunes. Il faut rappeler que le CNT siégera jusqu'à l'organisation de la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024. Notons par ailleurs que le climat sécuritaire reste délétère au Mali. L'armée affirme avoir repoussé une attaque terroriste ce vendredi matin vers 5 heures contre la caserne de Kati, près de Bamako. Selon les FAMA, l'attaque a été menée avec 2 véhicules piégés et le bilan provisoire est de 2 assaillants neutralisés. La République démocratique du Congo connaîtra sa prochaine élection présidentielle en 2023, une échéance électorale à laquelle les Congolais de l'étranger pourront participer en s'exprimant dans les urnes. Une première dans les faits, même si cette disposition est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Une phase test est annoncée dans 5 pays pilotes. Les explications de Nathalie Mo. Pour la première fois, les Congolais de l'étranger pourront participer à l'élection présidentielle en 2023. La décision rendue par la Commission électorale nationale indépendante va rendre effective cette disposition inscrite dans la Constitution depuis 2006. Le vote de la diaspora congolaise n'a jamais été organisé officiellement pour des raisons matérielles. L'exclusion de la population congolaise de la diaspora du processus électoral dans ces pays depuis un certain nombre d'années, au-delà de la raison de manque de logistique telle qu'évoquée par les pouvoirs, est due au fait que cette population de la diaspora est généralement hostile au pouvoir en place. Maintenant, avec un président issu de la diaspora qui a une bonne frange de la population congolaise de l'étranger qui les supporte, cette mesure est levée. La diaspora congolaise se compose de 2 à 7 millions de citoyens. Cependant, la CENI prévoit d'impliquer les Congolais installés à l'étranger au vote du prochain président dans 5 pays afin de tester l'efficacité du processus. La phase pilote envisagée exclut les pays voisins de la RDC dans le but d'éviter des tensions et des risques de fraude. L'exclusion de la diaspora congolaise des pays voisins s'explique par le fait que les Congolais n'ont pas de pièces d'identité depuis une vingtaine d'années et qu'il y a un grand risque que certaines populations étrangères puissent traverser la frontière et voter dans un certain sens lors de différents scrutins. Par le passé, l'organisation du vote de la diaspora congolaise était jugée fastidieuse. En 2018, lors de la présidentielle, l'Assemblée nationale avait voté pour son annulation sur demande du gouvernement. Selon des observateurs, pour réussir cette opération, la CENI doit procéder au recensement des électeurs de la diaspora ainsi qu'acheminer le matériel électoral dans les pays retenus dans des délais convenables. Également dans l'actualité au Burkina Faso, le gouvernement a invité ce 21 juillet l'ambassadeur de la France à Ouagadougou, Luc Alade, à faire preuve de plus d'objectivité et de retenue
En cause, les propos tenus par ce dernier sur la situation sécuritaire du Burkina Faso le 5 juillet dernier, qu'il a qualifié de guerre civile, tout en minimisant les efforts des forces de défense et de sécurité burkinabées dans la lutte contre le terrorisme. Une posture qui a fortement déplu à la junte militaire au pouvoir depuis le renversement du président Roch-Marc Christian Kaboré en janvier dernier. Rappelons que la France est vivement critiquée ces dernières années en Afrique occidentale, notamment pour la gestion de ses relations avec les pays qu'elle a anciennement colonisés. Le Maroc fait partie des quelques pays qui affichent un taux d'électrification de l'ordre de 100% sur le continent africain. Depuis des années, le Royaume a décidé de miser sur l'énergie renouvelable pour parvenir à sa souveraineté énergétique, un savoir-faire que le Maroc espère désormais transmettre en partageant son expérience avec d'autres pays du continent. Plus de détails avec Philomène. Le continent dispose de ressources énergétiques primaires très importantes. Conscient de cet enjeu, le Maroc a beaucoup misé sur son potentiel renouvelable, notamment sur l'éolien et le solaire, pour espérer atteindre sa souveraineté énergétique. Ainsi, le pays a réalisé un développement dans le domaine de l'électricité, notamment l'accès généralisé des populations. Nous en disposons, le Maroc a un potentiel très important en matière d'éolien. Donc on est pratiquement à plus de 6 terawatts de puissance de capacité qu'on peut développer. Et on est à plus de 20 terawatts de puissance solaire qu'on peut également développer. Et en plus de ça, nous avons également beaucoup de capacités de pompage hydraulique que nous avons développées. L'objectif qu'on s'était fixé, c'est d'introduire massivement ces énergies renouvelables. Et au jour d'aujourd'hui, on est aux environs de 40% de notre puissance qui vient de ressources renouvelables. Les avancées réalisées par le Maroc avec l'adoption d'une nouvelle stratégie basée essentiellement sur le développement des énergies renouvelables locales doit se généraliser sur tout le continent selon l'avis des spécialistes. Depuis qu'on a réalisé notre programme, on ne cesse de partager cette expérience avec les pays frères au niveau du continent. Pour cela, nous avons même développé un modèle qui est très adapté, comme j'ai dit, aux pays du continent. Et à travers ce modèle-là, on apporte, nous, notre expertise. Par ailleurs, les acteurs africains de l'énergie œuvrent pour la construction d'un réseau unique d'interconnexion électrique solide qui permettrait de relier les différents pays africains. Ainsi, le continent pourrait abriter le plus grand marché d'électricité au monde. Le coup d'envoi de la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique a été donné le 20 juillet à Marrakech au Maroc. Le thème des travaux de cette année est « Construire ensemble l'avenir » avec au menu des discussions sécurité alimentaire, santé ou encore transition énergétique en présence de décideurs économiques et politiques. Le point dans ce sujet de la rédaction. Renforcer les partenariats d'affaires avec les investisseurs des États-Unis d'Amérique, c'est l'essence des rencontres du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis dont la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le 20 juillet 2022 à Marrakech au Maroc. Organisé par le Corporate Council on Africa, ce rendez-vous représente surtout la vitrine de l'engagement durable des États-Unis pour le développement économique envers ses partenaires africains sous la gouverne du pays hôte, le Maroc, exemple de coopération économique fructueuse avec les États-Unis. L'accord de libre-échange signé par le Royaume marocain avec la partie américaine le 15 juillet 2004 a permis au commerce bilatéral d'atteindre 3,3 milliards de dollars en 2020. Nous renforçons les partenariats afin de garantir que les populations des deux côtés de l'Atlantique aient la possibilité de créer une vie meilleure pour leurs enfants, leurs familles et leurs communautés et de réaliser pleinement leur potentiel. Le gouvernement américain a soutenu 802 accords de commerce et d'investissement couvrant 54 pays différents et représentant une valeur estimée à 50 milliards de dollars. Mais nous pouvons et nous devons faire plus. Yet, we can and we must do more.
Le 14e US-Africa Business Summit, au-delà d'un carrefour du donner et du recevoir, doit permettre aux partenaires africains de se mettre en vitrine, faire valoir l'énorme gisement de potentialités d'affaires dont le continent regorge. Il vise aussi à mettre en exergue les efforts d'autonomisation en termes de sécurité alimentaire, mais aussi d'accès à l'énergie ou encore le développement de l'industrie médicale et pharmaceutique, avec en visée le défi de la transformation locale qui permettrait alors un boom dans le secteur de l'emploi pour près de 1,2 milliard des consommateurs africains. L'Afrique a beaucoup d'opportunités et c'est pour cela que je dis que les hommes d'affaires et les décideurs américains ont l'opportunité de connaître l'Afrique et ce qu'ils peuvent faire pour investir sur le continent. Pour nous, c'est une opportunité. Nous profitons de toutes les opportunités financières qui se présentent, des engagements commerciaux que nous pouvons avoir. L'Afrique est la voie à suivre. L'Afrique a le potentiel. L'Afrique est le plus grand marché. Prennent part à ce rendez-vous de grandes institutions financières à l'instar de la Banque africaine de développement qui interviendront dans des dialogues de haut niveau, des sessions plénières, des panels, des tables rondes et des side events sur les priorités du continent en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'agriculture, de transition énergétique, de nouvelles technologies, d'infrastructures et d'intégration des écosystèmes industriels. Protéger la biodiversité du continent africain, c'est l'objectif affiché du premier congrès africain sur les aires protégées qui se tient du 18 au 23 juillet à Kigali, au Rwanda. Un rendez-vous inédit qui réunit des acteurs politiques et ceux du monde de la société civile pour débattre de l'importance des aires protégées dans le développement de l'Afrique. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratanda Kaisenga. Le premier congrès africain des aires protégées s'est ouvert à Kigali, au Rwanda, le 18 juillet, avec une fin des travaux prévus le 23 juillet 2022. Il cherche à susciter et encourager les dialogues qui permettent de construire et de donner les moyens aux classes dirigeantes actuelles et futures de construire un avenir africain où la biodiversité est considérée comme un allié du développement. Africa is rich in biodiversity. L'Afrique est très riche en biodiversité, peut-être plus que tous les continents. Nous avons les plus belles rivières, forêts et montagnes et une variété de vie sauvages qu'on peut seulement trouver sur notre continent. Nous devons alors donc ne ménager aucun effort pour protéger et conserver cette diversité, car nous savons déjà que les conséquences sont énormes si on ne le fait pas. L'Afrique abrite un quart de la biodiversité mondiale et la plus grande population des grands mammifères de la planète et bien d'autres ressources naturelles qui se détruisent rapidement en raison des activités humaines telles que l'agriculture, le développement des infrastructures et l'extraction des ressources. D'où la nécessité de faire un plaidoyer en faveur des aires protégées pour la nature et pour l'homme. Les aires protégées et conservées ne sont pas seulement essentielles dans notre lutte contre la perte de la biodiversité, mais aussi dans notre lutte contre le changement climatique. Les aires protégées, en plus d'autres solutions basées sur la nature, ont la capacité de contribuer à 30% de l'atténuation du changement climatique, dont nous avons aussi désespérément besoin d'ici 2030. Le Congrès africain des aires protégées traite de 3 thèmes clés, à savoir des aires protégées de conservation, des populations et de la biodiversité. C'est aussi une occasion pour les autorités africaines d'écouter les femmes, les jeunes et les communautés indigènes et locales parler de l'avenir qu'ils souhaitent. Par définition, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées. À la page sport, l'Égypte conserve sa couronne et confirme sa suprématie en remportant le 18 juillet à domicile la 25e édition de la CAN masculine de handball aux dépens du Cap-Vert. Les Égyptiens remportent ainsi leur 8e titre continental. Le point avec José Douglas. C'est la première fois que les requins bleus du Cap-Vert participaient à une finale de cette compétition dans leur histoire et obtiennent ce titre de vice-champion d'Afrique face à une équipe d'Égypte très déterminée à domicile et qui s'empare d'un 8e titre continental en envoyant le Maroc
à la deuxième place avec ses 7 titres, mais les Pharaons restent derrière les Tunisiens qui détiennent un palmarès de 10 titres. À l'issue de cette compétition, c'est l'Égyptien Yahya Omar, 25 ans, avec ses 1,94 m, qui a été élu MVP, meilleur joueur de cette CAN remportée par son pays. C'est un honneur de gagner ce trophée MVP à la maison, mais ce n'était possible qu'avec l'aide de mes coéquipiers. Tout le monde a contribué à remporter le titre continental. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la Coupe du Monde de l'année prochaine. Une Coupe du Monde justement qui sera co-organisée par la Pologne et la Suède. L'Égypte figure en groupe C avec la Croatie, le Maroc et les États-Unis. Rappelons que cette CAN était constituée de 4 groupes et dominée par l'Égypte et le Maroc en A, Guinée et Algérie en groupe B, Tunisie et Cap-Vert en groupe C, Angola et RDC en groupe D. En quart de finale, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et le Cap-Vert sont passés et la 3e place pour le Maroc aux dépens de la Tunisie. Score du match 28-24. L'Algérie finit 5e, mais il faut préciser que des querelles internes perturbent l'évolution du handball chez les Fennecs. Personnellement, je suis satisfait de la place réalisée dans la CAN 2022 de handball. Les conflits personnels au sein de la Fédération algérienne de handball se sont répercutés négativement sur la sélection nationale. On a saisi la Fédération internationale de handball afin de programmer une assemblée générale élective pour élire le nouveau président. L'Égypte, le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie sont qualifiés pour le prochain championnat du monde qui aura lieu en 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.